Chers amis, bonjour. Je vois que à partir d'aujourd'hui, on parle agriculture. Il y a des choses qui sont intéressantes et puis il y a surtout le problème des cuvettes qui revient. Alors, je vous recommande l'achat de mon livre Sacré Géranium qui parle d'agriculture et qui est sorti récemment. Donc, je vous lis un morceau du chapitre, je ne lis pas le début, mais l'eau, cette denrée de plus en plus rare, appartient à tout le monde. Ensuite, celle qui tombe du ciel et qui est bien la seule sur laquelle on puisse compter, je le rappelle, en ce qui concerne l'eau douce, donc, celle qui est consommable non seulement par l'homme, mais aussi pour tous les êtres vivants, y compris les végétaux à 99%, excepté la salicorne et quelques-unes de ses copines, entre dans le sol, pour peu qu'il ne soit pas bétonné, comme ça arrive trop souvent, pour être divisé en deux parties. Une partie entre dans la terre et alimente ensuite les nappes phréatiques dans lesquelles on puise, par lesquelles on puise par les compagnies des eaux et dont il serait souhaitable que l'ensemble du système soit nationalisé. Et l'autre, par le phénomène de ruissellement, va alimenter les écoulements dont certains ne fonctionnent que quand les pluies sont abondantes. En Pays de Caux, Seine-Maritime, on appelle ça des bassins de rétention. Ces bassins de rétention qui n'ont aucune fin à destination agricole, mais ont pour objectif d'offrir une garantie contre les crues en aval. Ensuite, cette eau de pluie va alimenter les rivières, qui elles-mêmes alimentent les affluents des fleuves, qui eux-mêmes alimentent les fleuves, qui eux-mêmes alimentent la mer. Oui, faut le redire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Je parlais donc, le titre du chapitre, c'est Soline, trempe ton cul dans la bassine. Oui, Soline, aux dernières nouvelles, j'en suis absolument persuadée, était plus circonspecte, je dirais même méfiante vis-à-vis de l'expression trempe ton cul dans la bassine. Bref, pour les trous du cul sur leur gros tracteur qui ne pigent que dalle, on est bien obligé de tout réexpliquer. Que diable! Plus on bétonne, plus la quantité globale de cette eau va vers le ruissellement et moins vers les nappes phréatiques. Ça, c'est une chose. C'est pour cette raison justement que partout où il serait envisageable de moins bétonner, certains aménageurs, dont les municipalités, s'y emploient. Les cuvettes, là dont il est question, puiseraient leur eau dans les nappes phréatiques, mettant ainsi en péril plus encore ces dernières, qui servent de réservoir à l'ensemble des populations humaines, mais aussi faune et flore sauvages. Il existe surtout une étroite corrélation entre l'abaissement des nappes phréatiques et l'abaissement des cours d'eau, rivières et fleuves. Il pourrait tout aussi bien s'agir de bloquer littéralement l'alimentation des rivières dans le seul et unique objectif de stockage à des fins strictement agricoles, ce qui aurait des conséquences absolument terrifiantes pour l'ensemble de la faune et de la flore. Pour ceux qui en douteraient, je rappelle que chaque année, depuis plusieurs décennies, nous observons ces cours d'eau, jusqu'au fleuve, montrer des niveaux d'eau anormalement bas, au point que certaines rivières sont taries. Je vous recommande une série d'émissions sur le sujet de la Loire dans La Terre au carré sur France Inter. Ceci, en vérité, est d'une extrême gravité, si l'on observe qu'en ces régions, aucune cuvette encore n'a été construite. Imaginez donc ce qu'il en serait si tel était le cas. C'est pour cette raison justement qu'il importe de ne surtout pas les créer, afin de ne surtout pas mettre la faune et la flore plus encore en danger de mort. Et pour ceux qui en douteraient, demandez-vous pourquoi la Loire, aujourd'hui, est en si mauvaise posture, relativement à son niveau initial. Plus la température augmente, et plus son niveau baisse. On observe là, excusez-moi, on observe là une incroyable démonstration de ce qui se profile dans l'hypothèse où ces cuvettes seraient creusées. Dans quelle mesure le captage des eaux dans ces nappes phréatiques est-il responsable de cette baisse des cours d'eau, dont la Loire? Parce qu'il faut bien poser la bonne question. Si l'on observe que dans cette région, la terre est sableuse et donc ne retient pas l'eau quand elle tombe, ce qui induit donc des arrosages. Arrosage excessif, très probablement. Le fleuve le plus sauvage de France, car non dompté par l'homme, se trouve alors en danger de mort. Voilà pour ce qui concerne la démonstration. Pour continuer sur ce sujet, j'ai personnellement des questions. Qui sont aujourd'hui, dans le détail, les pro-cuvettes? Qui sont-ils? Quelle agriculture pratiquent-ils? Mon objectif ne tend pas à stigmatiser, mais uniquement à comprendre et chercher des alternatives dans l'hypothèse où, pour certains cas en particulier, cette idée pourrait sembler plus acceptable que pour d'autres.
Peut-être que la solution pourrait être alternative. Je m'en explique. Pour commencer, en dehors d'un contexte purement agricole, inciter les particuliers à installer des douches avec un système d'eau 100% recyclé. Oui, ça existe. Oui, je sais, on m'a dit hier que c'était pas donné, n'empêche que ça existe. Et personne n'en parle. En zone touristique, l'été par exemple, ça serait sans le moindre doute une partie de la solution. Pour ce qui concerne le maraîchage bio et jusqu'à une certaine surface de culture à déterminer, y compris en eau bio, hein, c'est mon sentiment, je veux dire, faut pas que ce soit d'un côté les gentils bio, de l'autre côté les non bio qui sont méchants. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la superficie, en fait, hein. Si vous avez 50 ou 70 hectares de maïs dans une zone où on sait qu'on va avoir une canicule l'été, je pense que c'est irresponsable de la part de l'agriculteur. Je parle aussi d'ici, hein. Maintenant, je suis dans l'heure et je vois du maïs qui lève. Là, je me dis qu'est-ce que ça va devenir cet été, hein. Bon, bref. Pour ce qui concerne le maraîchage bio et jusqu'à une certaine surface de culture à déterminer, l'alternative à certaines petites cuvettes pourrait être consentie, comme pour l'élevage ou la production laitière, dès lors qu'il s'agirait de caprins ou d'ovins qui démontreraient que l'agriculture est soucieuse d'avoir un élevage adapté à la sécheresse. Car oui, pour information, avoir des vaches laitières nécessite beaucoup plus d'eau que d'avoir des brebis ou des moutons ou des chèvres. Et le problème, c'est que ça, personne n'en parle jamais. Comme en tout problème, la solution est diverse parce que complexe. Et cette complexité du problème, et donc des solutions, exige un courage politique qui écarte d'emblée des solutions trop tranchées.